Dans notre série de faire les affaires à notre manière, aujourd'hui, je reçois Guillaume Barret. Guillaume, ça a été quelqu'un qui m'a challengé beaucoup dans ma propre business. Ma manière de penser, ma manière de présenter, la manière de partager l'information. C'est un copywriter, c'est un marketeur, mais c'est un humain exceptionnel. Puis justement, cette semaine, on va parler d'élever notre marketing, d'élever notre positionnement, d'élever notre communication pour que ça soit aligné avec nous, qui on est. Puis comment c'est attractif ça pour les gens. Allons en entrevue. Guillaume, un énorme merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir, Sarah. Je suis content d'être là. Bien, je suis contente de se revoir. Nous, on a collaboré ensemble. Tu m'as aidé sur plusieurs projets. Tu m'as aidé à penser autrement, penser différemment, à me voir différemment, sur plein de choses. Fait avant qu'on tombe dans le sujet d'aujourd'hui, est-ce que tu pourrais prendre un moment pour te présenter, s'il vous plaît? Oui. Ben, en fait, je vais y aller avec personnel, professionnel, spirituel rapidement. Personnel, quand j'étais, parce que j'arrive difficilement à me mettre dans une boîte, tu m'as invité ici pour sortir des gens de la boîte, si on veut. Puis plus j'avance, moins que je suis capable de me mettre dans une boîte. Fait que personnel, petit gars qui pose des grandes questions sur l'existence, sur la raison de vivre à sa mère dès le 6-7 ans. Fait que ça vous donne un peu le ton de qui je suis en tant qu'humain. Ça m'a toujours suivi, ces grandes questions-là. Mes clients m'appellent Yoda. C'est pas moi qui l'ai décidé, ils m'appellent de même. Donc ça, c'est personnel, tu sais, ça donne une bonne trame. Professionnel, je suis un éclectique créatif. J'ai essayé de tout. Puis moi, mon but, dans le fond, c'était essayer un peu de tout pour un jour pouvoir avoir mon entreprise et avoir de la diversité d'expertise. Tu sais, assez jeune, là, c'était ça, quand j'ai lu Rich Dad, Poor Dad de Kiyosaki. Donc, je suis allé entrepreneur peintre à 18 ans, dans les banques, dans les usines, en ressources humaines, en marketing. Fait que professionnellement, j'ai touché à la vente, aux finances, à toutes sortes de choses. Puis, depuis un peu plus que 10 ans maintenant, entrepreneur principalement web. Donc, du coaching, de la formation, du mentorat, principalement dans le monde de l'influence, le marketing. Puis, à travers ça, une grande évolution spirituelle qui a été accélérée dans les 2 dernières années comme bien des humains. Fait que ça te donne un peu le topo de qui je suis. Une image de l'humain derrière. Ouais, ouais. Donc, Guillaume, tu as parlé, tu fais dans l'industrie, dans la division du marketing, dans cette ère-là. Plus particulièrement, surtout qu'est-ce que nous, on a travaillé ensemble, c'est le copywriting. Ouais. Pour ceux qui se demandent, le copywriting, dans le fond, c'est la rédaction, que ce soit de pages de vente, de programmes et tout. Une industrie qui a, depuis des années, des recettes. Mm-hmm. Ouais. Tu fais ça, tu dis ça, tu écris ça comme ça commence comme ça finit comme ça, c'est long paragraphe, c'est ci, c'est ça. Très, très, très vraiment comme réglementé. Pas réglementé, mais tu sais, comme il y avait des règles de l'art à prendre. Et toi, tu as pris tout ça avec ton talent et tu as tout mis au recyclage. Et tu as amené une approche complètement différente pour la rédaction, le marketing, le positionnement, qui est justement que tu as nommé le marketing haute fréquence. Exact. Est-ce que tu pourrais nous en parler? C'est quoi ça? Ben, en fait, ce que je peux commencer à faire rapidement, c'est juste faire la genèse du copywriting, c'est quoi? Pour nous mettre en contexte et que les gens comprennent. Souvent, les gens vont penser que le copywriting, c'est du copyright, donc un peu le frérot du brevet, là, tu sais, le trademark. Mais c'est pas ça. Le copywriting, c'est pour moi toute communication qui a le but d'influencer pour que les gens passent à l'action. Donc, dans mon monde à moi, c'est comme ça que ça se résume. Et le copywriting, ça a commencé avec les lettres qui étaient envoyées par la poste. Et à l'époque, ils vendaient des bibles, ils vendaient des casseroles, ils vendaient plein de choses par la poste pour remplacer les gens en porte-à-porte, les humains en porte-à-porte qui devenaient plus dispendieux. Donc, évidemment, pour que les gens achètent d'une lettre, il fallait quoi? Beaucoup d'émotions
dans la fameuse lettre, Mhm. que les gens lisent et soient touchés émotionnellement suffisamment pour, à l'époque, détacher le petit coupon en bas de la lettre, remplir à la main, coller un chèque, envoyer ça, puis se dire « Please God, send me back a Bible. » S'il vous plaît, renvoyez-moi ma Bible avec... J'ai envoyé un chèque, envoyez-moi la Bible. Donc, grosso modo, ça, c'est la naissance du copywriting. Puis plus que ça a avancé pour aller chercher de plus en plus d'émotions, le copywriting, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, un peu comme nos grands médias traditionnels, ils ont beaucoup utilisé la peur et ses dérivés. Donc, évidemment, si tu vois un article de journal ou une lettre que tu as reçue ou un site web maintenant ou un média social et qu'il y a panique attaque, tu sais, puis qu'il y a un titre qui vient chercher ta peur, en fait, puis que la peur du manque, la peur de mourir, bref, toutes les peurs, bien, automatiquement, en tant qu'humain, tu le sais, hein, tu l'enseignes beaucoup, notre cerveau va porter attention parce qu'on veut se protéger. De rester en vie. C'est ça. Donc, il y a eu beaucoup de copywriting qui a été fait comme ça, hors ligne. Et quand Internet est arrivé, les copywriters ont fait copy-paste, copier-coller. Ils ont pris leurs lettres, ils les ont copiées sur Internet, puis c'était la même salade, si on veut, qui était livrée. Puis là, On voit encore dans les médias. Tu sais, on s'entend. Qu'on voit encore. On voit beaucoup dans les médias. Tu sais, c'est comme c'est le sensationnalisme. Exact. En anglais, il y a une expression qui dit like, sex sells. Là, tu sais, Ouais. fait que c'est quoi? C'est le sexe. Fear sells aussi. C'est ça, c'est le sexe, le sang, puis le scandale. Là, Ouais. c'était la clé du copywriting. Oui, exact. C'est ça que ça vendait. Oui. Mais la grosse différence, c'est que, mettons, quand on envoyait 1 million de lettres, s'il y avait des fois 10 personnes qui achetaient, ça pouvait être un succès, dépendamment du price point de ce que tu vends, ça peut être un succès, tu sais. Parce que tu as un retour sur investissement, mais ça veut dire que tu as 999 990 millions de personnes, milliers de personnes qui ont dit non puis qui l'ont mis, comme tu l'as dit tantôt, au recyclage peut-être. Donc, ça, c'était OK quand il n'y avait pas de réponse vraiment aux publications qui étaient envoyées. Mais maintenant, avec les médias sociaux, on sait, hein, les gens peuvent cliquer spam, commenter, faire un jaillit, un dislike. Ils peuvent partager en disant des commentaires pas beaux à ton égard. Bref, ils peuvent s'amuser à répondre à ce que tu envoies. Puis ça, c'est vraiment le copywriting d'époque versus le copywriting aujourd'hui. On ne peut pas parler de la même façon, puis le marché nous répond très rapidement que notre message y est off. OK? Oui, mais en même temps, ça fonctionne encore. Mais ce que j'aime, c'est que toi, tu l'as pivoté pour que ça soit plus, j'ai envie de dire, authentique et vrai. Oui, c'est ça. Ben, en fait, vraiment, ma philosophie en bout de ligne est assez simple. C'est tu peux amener une personne à passer à l'action en lui faisant peur, en l'amenant dans ce que j'appelle les basses fréquences. Là. Ben, je ne suis pas le seul à appeler ça comme ça, dans la peur du rejet, la peur du jugement, la honte que tu pourrais vivre si tu n'achètes pas ce que j'ai à vendre. Tu sais, on peut y aller dans la pression, la négociation, la confrontation. La manipulation. La manipulation. Fait que ça, c'est... même encore, j'ai vu aujourd'hui un épisode d'un podcaster que c'était How to use fear to sell more. Tu sais, comment utiliser la peur pour vendre plus. Donc, ça va provoquer des transactions, mais ça provoque des transactions d'un endroit de manque, d'un endroit de besoin. J'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin d'être aidé, j'ai besoin, tu sais. Donc, vraiment, c'est très lourd comme style de transaction. Et souvent, ça va amener en bout de ligne, oui, le résultat financier, mais beaucoup de refunds, des remboursements, des insatisfactions, une communauté que tu aimes plus ou moins, qui est là pour des mauvaises raisons, etc. Bien, des gens qui sont dans le manque, ils sont tout le temps, tu sais, c'est jamais assez, la performance, c'est jamais assez, le prix, c'est jamais assez bas. Il y a une insatisfaction tout le temps de cet espace de manque-là quand les gens achètent de là. Exact. Tu sais, une personne qui est dans le manque là, au quotidien, peu importe notre entreprise, notre projet, peu importe. Là, une personne qui est dans le manque, là, c'est rarement une personne avec qui on veut passer beaucoup de temps. Tellement. C'est pas notre client chouchou, ça, c'est clair. Non, c'est ça. Mais un client, normalement,
je veux dire, en business, tu sais comme moi, la première transaction, c'est une façon de faire rentrer la personne dans ton univers. Puis ce que tu veux, c'est du repeat business. C'est une relation avec tes clients. Tu veux grandir avec eux. Tu veux les amener dans des expériences plus payantes, plus intéressantes, plus profondes, plus transformationnelles. Tu sais, tu veux grandir avec eux. Si tu fais rentrer des gens sous le mauvais prétexte déjà à la porte d'entrée, tu viens de te couper tout le repeat business, tout le plaisir de ta business dans le futur. Tu sais. Donc, moi, ce que je propose aux gens, c'est de dire, OK, short term, à court terme, peut-être qu'on peut tourner le dos un peu à quelques dollars, des fois, OK, court terme, pour plutôt inviter les gens dans notre univers en les élevant. C'est-à-dire que moi, j'utilise beaucoup l'échelle de David Hawkins, qui est l'échelle de la map de conscience. Puis juste rapidement, tu peux rapidement créer le désir chez les gens et les amener immédiatement dans le courage et la volonté. Ça veut dire que tu peux faire imaginer une personne son avenir, un avenir meilleur par ta communication, par ton storytelling, ce que tu vas leur partager comme histoire. Puis vraiment, comment tu vas communiquer, tu peux les amener à imaginer, après ça, leur donner le courage en leur montrant que c'est possible pour eux aussi. Puis rapidement, ils sont dans la volonté, puis un humain dans la volonté, bien là, il peut s'élever. Puis il peut aller encore plus loin jusqu'au moment où il va toucher des niveaux de conscience super intéressants. Donc, moi, ce que j'aime, c'est amener les gens dans le courage. Désir, courage, volonté. Par nos communications. Comme ça, quand tu empower un humain, il rentre par la porte d'entrée d'une frappe, puis il est, souvent cet humain-là, il est motivé, inspiré, il est éclairé, il prend sa décision de façon consciente, il a la volonté, il va faire ce qu'il faut, il est prêt à travailler avec toi et il est prêt à faire une ascension souvent dans ton modèle d'affaires avec ton repeat business, tes expériences suivantes et tout. Donc, c'est vraiment complètement différent comme façon de fonctionner. Puis c'est ça que j'aime, tu sais, fait que dans cette série-là où justement c'est de faire les affaires à notre manière, c'est comprendre, oui, il y a un ancien monde qui était sur la pression, qui était sur, ben là, tu sais, il faut que vous passiez, tu sais, c'était vraiment, à la limite même, certains, c'était de la manipulation. Et s'il y a un des cadeaux, il y a plusieurs cadeaux qui ont sorti de la pandémie, mais justement, ce désir-là maintenant, les gens ont une soif de sens, ils ont une soif de rêver, de vivre, de prospérer, pas juste financièrement, mais de triper leur vie. Fait que quand nous-mêmes, on se positionne là, le client rentre, puis il a les deux bras ouverts, puis il a bien plus de fun. Définitivement. Définitivement. C'est pas du tout la même relation. Tu sais, moi, j'ai commencé avec une entreprise qui s'appelait Client à volonté, tu sais. Qui s'appelait Patient à volonté au début, juste pour les chiropraticiens. Puis, tu sais, ça amenait quoi, que tu penses, comme juste le nom. J'ai besoin de patients, j'ai besoin de clients. Fait que la mesure de performance, c'était toujours ça. Puis c'était toujours des gens qui arrivaient quand il y avait quoi? Un manque de clients. Fait qu'ils arrivaient. Oh, je t'ai perdu. Oh! Je t'avais perdu. On s'est perdu une petite minute. Fait que tu parlais de, bon, on va couper cette partie-là, que client à volonté, puis que les clients y arrivaient. Ceux qui arrivaient, c'était ceux qui étaient en manque de clients. Exact. Donc, les gens arrivaient avec un manque dans mon univers, puis moi, j'étais responsable de combler le manque. Tellement. Donc, tu sais, ça part une relation un petit peu difficile. Tu sais, imaginons un couple, tu sais, un conjoint, un futur conjoint, puis moi, je veux, dans le fond, moi, je manque d'amour dans ma vie, puis toi, tu es responsable de combler ce besoin-là. C'est là où la relation, elle est lourde. Oui. Ouais. Un entrepreneur qu'est-ce qu'il a vu? Parce que ça a été ça pendant plusieurs années, justement, d'être plus dans un espace de manque et de basse fréquence, qui veut commencer justement à shifter sa manière de penser, sa philosophie pour attirer des clients dans cette haute fréquence-là. Comment tu le guiderais? Qu'est-ce que tu conseillerais? Bien,
c'est sûr que il y a beaucoup de possibilités, mais le plus gros, là, le plus gros morceau là, que moi, j'aide les gens à faire, c'est le storytelling. Okay? Le Ouais. storytelling qui, en fait, est d'arriver à raconter plutôt qu'essayer de convaincre. Okay? Donc, mettons que, tu sais, tantôt, quand tu m'as introduit, tu as parlé un peu du fait que, bon, on avait travaillé ensemble, puis que, bon, ben, j'imagine qu'il y aurait un moment donné où on pourrait prendre un petit 5-10 minutes, puis tu pourrais me partager un moment où on était ensemble, puis qu'il y a eu une leçon que toi, tu as catché, ou il y a quelque chose que toi, tu en as tiré une leçon, puis qu'ensuite de ça, tu es parti avec ça, puis tu as pris t'as eu un changement de paradigme, on va le dire comme ça. Bon. Donc, ça, c'est une petite histoire qui est vraie, qui démontre un peu ce que je fais, qui je suis. Toi, tu n'enlèves rien comme cliente. Tu racontes ça, puis c'est juste de la reconnaissance. C'est tout beau, tout bon. C'est win-win pour tout le monde. Puis en même temps, tu n'as pas besoin de convaincre la personne qui va nous entendre ou qui va t'entendre avec ton histoire. La personne, elle va entendre ton histoire, puis elle va dire ah, wow, Sarah me ressemble. Hein, j'aimerais ça vivre ça moi aussi. Je pense que je pourrais faire affaire avec Guillaume. Tu vois parce qu'on connecte aux émotions, parce que c'est une démonstration irréfutable, en fait, de c'est possible. Parce que moi, je te raconte un peu c'était quoi moi avant, puis là, maintenant, ce que c'est. Donc, tout ça pour dire que moi, souvent, les gens vont me dire ah, je veux faire cette offre-là, etc. Puis je suis comme OK, comment tu as découvert ça? C'est quoi l'histoire derrière? Ouais. Puis quand on va dans l'histoire, automatiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans le pourquoi. Tu sais, toi, tu accompagnes les entrepreneurs, il y a un why derrière. Là. Il y a eu plein de moments où tu as été challengé dans ton why, où tu aurais pu décider de changer de direction, tu aurais pu changer de carrière, tu aurais pu retourner en arrière, tu aurais pu changer. Bref. Mais ça, c'est toutes des histoires qui démontrent le why, qui prouvent le comment, tu sais, le comment on aide des gens, puis qui fait qu'on est super authentique, transparent, vulnérable, puis qu'on arrive à partager avec les gens soit nos histoires à nous, soit des histoires de clients, ou même des fois, il y a des leçons. Moi, je dis souvent, écoute un film, lis un livre, même dans le pire des cas, regarde les nouvelles. Mais dans le pire des cas. Mais il y a plein d'histoires de tiers, de gens qu'on peut emprunter, entre guillemets, les histoires pour les raconter parce que nous, on en a tiré des leçons. Moi, je me souviens, j'ai un programme qui s'appelle Percutant. Tu es déjà venu comme un expert invité. Puis justement, tu me posais la question, pourquoi? Pourquoi le programme Percutant existe? Puis justement, c'était que j'amenais de l'information à mes clients. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que c'est pas ça. Quand c'est intellectuel, c'est tête à tête, c'est de l'information, c'est pas de la communication. Puis aujourd'hui, quand je parle de Percutant, ben, j'en parle avec mon cœur, puis c'est un programme que j'adore. Et quand les gens rentrent dans Percutant, c'est parce que justement, ils veulent avoir un plus grand impact. Puis c'est pas comme je veux avoir plus de clients ou je veux pas, c'est pas d'un espace de manque, parce que j'en parle pas d'un espace de manque. Oui, exact. Donc, c'est vraiment tu sais, mettons, pourquoi est la meilleure question, à mon avis? Là? Tu veux promouvoir quoi que ce soit, partager un message, tu veux. Pourquoi? D'où ça vient? Là, de poser des questions de qu'est-ce que j'ai vécu en lien avec ça qui pourrait aider les gens à comprendre. Puis de toujours aller dans le backstory, dans le fond, puis d'aller dans l'histoire derrière. Et ça donne tout le contenu, ça donne tous les messages, ça donne un pourquoi qui est très fort. Tu sais, regarde qu'est-ce que j'ai fait quand tu m'as dit « Peux-tu te présenter? » Je vous ai raconté mon histoire. Ouais. Je l'ai fait en short, en 3 piliers. Je l'ai fait avec peu d'émotion, mais ça commence en personnel quand j'étais jeune. Ça vous donne un peu une trame de qui je suis. Professionnel, voici ce que j'ai vécu grosso modo. Puis, j'ai nommé aucun titre. Je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai nommé aucun titre. C'est volontaire parce que je ne suis plus capable de me mettre dans un titre.
Mais je peux te raconter mon histoire, par exemple. Je peux te la partager. Comme je sais que tu n'aimes pas raconter, donc j'utilise partager avec toi. Oui, comme tout le monde a eu ce petit le mot Ouais. raconter, j'y attache une émotion légèrement négative. Ouais. Est-ce que tu crois que dans l'ère post-pandémie, si je peux l'appeler comme ça, qui est un ère beaucoup plus axée sur l'humain, selon moi, Ouais. ce marketing-là, justement, de se présenter, partager des histoires, d'amener des gens dans leurs rêves, dans leurs désirs, c'est la nouvelle façon de faire les affaires? Ben, pour moi, c'est pas une nouvelle façon, mais c'est la façon. C'était pour ça que je buguais un peu mon cerveau et dans le sens où tu regardes un homme comme Jim Rohn, comme Tony Robbins, qui sont vraiment des grands messagers, tu sais. Tous les grands communicateurs, Barack Obama, peu importe qui, Luther King, c'était tous des grands storytellers. C'est ça qu'ils étaient en fait, c'est des hommes et des femmes. Là, je n'ai pas nommé de femmes, mais je vais nommer Oprah, je vais nommer Jackie, je vais nommer, bref. C'était tous des hommes et des femmes Lisa Nichols, qui est extraordinaire. Ah oui. Qui arrive à. Lisa Nichols raconte une histoire d'un Tonka que j'ai écouté à de multiples reprises, qui est un Tonka, un petit camion pour son fils, tu sais, qui est une histoire de résilience, de persévérance, de business, une histoire multidimensionnelle en termes de leçons. Ben, c'est l'histoire quand même de son petit garçon qui a un Tonka qu'il lance à terre à plusieurs reprises. Tu sais, et tous ces gens-là, bref, arrivent à raconter, partager des histoires qui connectent émotionnellement, puis qu'ensuite de ça, ils montent dans l'intellect, dans le mental, puis on les rationalise, puis on en tire des leçons. Ces leçons-là restent avec nous, des bonnes histoires, et restent avec nous pour le reste de notre vie, puis on les transmet, puis bon, ça, c'est un classique, je ne suis pas le premier à le dire. Mais ce que ça permet, c'est qu'on garde ces histoires-là en nous, puis après ça, on prend des décisions différentes, on pose des actions différentes en lien avec les leçons qu'on a tirées de ces histoires-là. Donc, quand on est en affaires et qu'on est à une ère comme la nôtre, qui est l'ère des créateurs et des communicateurs, by the way, avec les médias sociaux, c'est sûr que tous les communicateurs ont avantage à faire du storytelling et à raconter, partager leurs histoires. Donc, tu sais, revenons à un Jim Rohn qui avait une entreprise extraordinaire à l'époque, mais il devait réunir les gens dans une salle pour raconter, partager, connecter. Puis après ça, il y avait des offres qui venaient. C'était une autre époque. Maintenant, on est tout le temps en communication sur le web. Donc, définitivement, comme c'est la communication qui est la plus facilitée, les communicateurs qui font du storytelling, c'est ceux qui vont réussir le mieux en affaires. Et l'autre niveau après, là, c'est en termes d'abondance, là, j'ai déjà entendu, il s'appelle Myron Gold, qui s'appelle le gars. Il s'appelle vraiment Gold. Puis il parle d'argent. C'est drôle, là, mais. Moi, les chroniques comme ça, j'adore. Tu sais. Ouais. Puis le gars, il dit, tu sais, tu peux être un ouvrier, donc tu es un plombier, tout ça, c'est le premier niveau d'abondance. Après ça, tu peux être un gestionnaire de plombier, tu sais, un manager, un contremaître, puis là, c'est un deuxième niveau d'abondance. Il dit ensuite de ça, tu peux être un président d'entreprise de plomberie, puis ça, c'est un autre niveau d'abondance. Puis après ça, tu as les communicateurs qui arrivent à monétiser leur histoire, leur communication. C'est un autre niveau d'abondance. Puis le next level, c'est quand tu arrives par ton imagination, tu arrives à créer des produits, des services, des offres où la communication est à l'avant-plan et qui orchestre tout le reste, en fait, qui sont des autres niveaux d'abondance plus bas. Fait que dans le fond, mon point ici, c'est que la communication à notre époque actuellement est un des skills les plus payants qu'il n'y a pas quand tu arrives à le monétiser. Tellement. Et dans la communication d'influence, le storytelling est la vedette, on va le dire comme ça. J'adore ça. Fait moi, toi, attends une minute, je vais faire la phrase dans ma tête, là, mais moi, puis toi, puis moi. C'est ça, là, comme ça, là. Tu m'as aidé avec mon storytelling. Tu m'as aidé aussi à créer
verbaliser une structure de mon approche pour justement que ça devienne distinctif. Tu sais, des coachs, il y en a des millions, là. Ouais. Mais justement, de comment je vais le structurer, comment je vais le nommer, tu appelles ça un mécanisme unique pour que justement le monde fasse OK, elle, c'est ça qui est différent avec elle. Tu sais, lui, c'est ça qui est différent. Fait que, tu sais, quand peu importe c'est quoi l'expertise qu'on a, qu'on soit conseiller, consultant, coach, tu sais, différents professionnels qu'il y a dans mon univers, c'est de voir OK, comment moi je me démarque, comment moi je me distingue. Puis c'est pas puis l'ancien monde où c'était la peur et le marketing basse fréquence, c'était, tu es meilleur que les autres. Ton approche... Numéro 1. on est les numéro 1, tous les autres sont poches. Ton approche, elle n'est pas comme ça du tout. C'est voici ce qui me rend unique, puis que tout le monde est différent. Unique et différent. Dernièrement, pour l'imager, ce que je partage comme exemple, comme démonstration, puisque la métaphore fait partie du storytelling, là, c'est créer ta pyramide de Maslow. Mon point ici, c'est que quand tu t'en viens à être un créateur, puis que tu partages ton expertise et tout, tu réalises assez vite que, attends un peu, que ce soit Maslow, Freud ou Pareto ou peu importe, ces hommes-là, c'était des hommes qui se levaient le matin, qui mettaient leurs pantalons une jambe après l'autre, puis probablement qu'ils allaient faire un petit caca eux autres aussi, puis qui se mouchaient. Dans le sens où c'est des grands hommes qui ont créé des grands modèles, des grandes philosophies dans leur domaine. Mais en bout de ligne, c'était des hommes bien normaux qui ont juste décidé de faire tellement de recherches puis d'aller tellement en profondeur dans leur expertise que le modèle ou le mécanisme unique ou la méthode, il y a plein de façons de le nommer, qu'ils ont créé, a résonné avec des millions d'individus jusqu'au point où ça a été adopté en psychologie, en productivité, etc. À toutes les sauces, là. Exact. Fait que dans le fond, moi, ce que je dis aux gens, c'est crée ta pyramide de Maslow dans le sens où trouve-toi ta vision du monde qui est unique. Moi, c'est la haute fréquence. Puis même si toi, tu décidais de faire de la haute fréquence, tu le ferais à ta façon quand même, avec ton modèle, avec tes explications, tes histoires. Tu sais, ça résonnerait différemment. Mais de trouver son modèle, sa méthode, son mécanisme unique, ce que ça fait, c'est que tu es unique. Tu es le seul à le partager de cette façon-là. Évidemment, ce n'est pas 100% unique. Souvent, ce qu'on va faire, c'est que, tu sais, comme moi, j'ai été, tantôt, on s'est parlé juste avant l'appel rapidement on a été un peu dans le Human Design. Je sais qu'on a déjà parlé du StrengthsFinder ensemble. Qu'est-ce qu'on avait déjà parlé aussi? On parle de stratégie. Bref, c'est comme si on est tous pareils. Hein? On a un éventail de découvertes qu'on a faites. On a intégré une couple de trucs. Puis il y a une couple de ces trucs-là qui ont collé plus. Ouais. Là, maintenant, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on en refait quelque chose d'autre, puis on le retransmet avec le monde. On est tous comme ça. Là. Puis ça, c'est la créativité. Prendre quelque chose là, puis là, le mettre ensemble, puis en faire quelque chose de nouveau, puis le partager. Ça, c'est la créativité. Fait que le but ici, c'est de ne pas créer quelque chose 100% unique nécessairement, mais à 20% unique, 10% unique. Mais moi, ce que je trouve qu'est-ce qui fait l'unicité, c'est la combinaison. Ouais. Fait que j'adore ça, créer sa propre pyramide de Maslow. Puis, d'un, ça donne une image mentale aux gens. Puis après ça, les gens comprennent, ben moi aussi, je veux monter en haut de la pyramide. C'est aspirationnel. Ben, il y a, oui, monter en haut de la pyramide, mais après ça, il y a le next level qui est je peux créer mon modèle à moi pour ce que moi je fais. Dans le sens où tu aides les parents, tu peux créer ton modèle de parentalité. Tu aides les conseillers financiers, tu peux créer ton modèle pour les conseillers financiers. Tu accompagnes des clients dans leur aventure financière, tu peux créer ton modèle comme conseiller pour tes clients. Tu peux toujours créer ton approche. T'sais. Mais comme avec Percutant, j'ai fait la communication stratégique. Et voilà. Puis que là, les gens, justement, ils aspirent à passer justement aux différentes étapes de ce modèle-là. Exact. Et les gens ont hâte, les gens sont excités. Je trouve que la nouvelle façon de faire les affaires, c'est cette émotion-là. Ouais.
sais, puis je trouve que là-dessus, tu es vraiment, en tout cas, dans mon univers à moi, un des pionniers là-dedans. Ben, merci. Je me rappelle, un moment donné, j'étais dans un de tes programmes, quelqu'un a fait comme, ben ici, c'est quoi la recette? Puis tu as fait, il n'y en a pas de recette. Oui. Il y a des directions, il y a des visions. Mais après ça, il faut vraiment, tu sais, faut que tu te trouves. La première qu'on n'a pas discuté, mais avant de communiquer en haute fréquence, il faut que tu saches toi comment te mettre en haute fréquence. Oui. Puis se mettre en haute fréquence, ça veut dire que tu peux pas partager une histoire si tu es en ce moment en colère. C'est pas possible. Parce qu'une histoire, c'est émotionnel et c'est positif, dans le sens où tu es plus proche de l'amour que de la peur, de la frustration, de la colère, etc. Mm-hmm. Donc, quand on communique pour raisonner avec les gens, même si on communique en basse fréquence, nous, il faut être en haute fréquence et avoir l'intention de rayonner, on va le dire comme ça. Ben, si tu tripes, les gens le ressentent. Oui, exact. C'est un self-fulfilling prophecy, qu'ils disent en anglais. Ah oui. Tu sais, si ce que tu crées te fait triper, que tu es excité de le partager, écoute, tu aimes tellement ça, tu as tellement de passion, ben, les gens vont coller, puis ils vont vouloir participer, puis ils vont vouloir acheter, puis tout ça, parce que tu es comme ça. Oui. Alors que souvent, les gens vont être un peu plus dans la peur que ça ne marche pas, tu sais. Je vais faire ce qu'il faut, mais j'aimerais peur que ça ne marche pas, tu sais. Puis là, ben, ça ne va pas marcher parce que, encore une fois, je reviens à une personne dans le manque, tu veux rarement passer du temps avec elle. Ouais. Même si tu ne l'as pas identifié, on sent ces gens-là. Tous nos amis un peu weird, les gens qu'on rencontre, on est comme, ah, c'est-tu, c'était le fun à soir, mais on ne reprendra pas ça tout de suite. Tu sais, j'en ai assez. Mais ça, c'est souvent des personnes dans la peur, le manque, le jugement, vraiment qui sont dans une fréquence qui est basse. Mm. Puis c'est répulsif, la basse fréquence. Je ne dis pas qu'on n'y va pas, on y va toutes. Moi compris. Oh, oui, comme humain. On y va toutes, c'est juste que c'est pas le moment de communiquer. On va le résumer de même. Guillaume, je sais que tu fais souvent des ateliers justement pour aider les gens, que ce soit avec comment présenter l'offre, comment faire le storytelling. Si quelqu'un veut avoir plus d'informations sur toi, qui tu es, rentrer dans ton univers, qui est un bel univers, surtout si vous aimez les bonhommes à allumettes dessinés, là, talent particulier à faire des dessins. Des fois, je fais comme... Ouais. Ah, là, des fois, il me mettait des cheveux pour un petit bonhomme juste pour me faire plaisir, tu sais, là, mais j'adorais. Où les gens peuvent te trouver sur le web? Ben, coalitionmeta.com, en ce moment, c'est toujours ça. Et là, c'est drôle parce que la marque va évoluer vers haute fréquence. Ça va être sur Google, vous allez pouvoir trouver ça. Ou mon nom, bref, ça fait des années que je suis sur le web, donc vous pouvez trouver partout, mais en ce moment, coalitionmeta.com, c'est le meilleur endroit. J'espère que le monde va rentrer dans ton univers pour justement voir c'est pas une nouvelle façon de faire le marketing, mais cette façon humaine de faire le marketing, de triper puis de faire triper les gens, puis qu'on s'élève tout le monde ensemble. Oui, exact. Élever, c'est mon mot-clé. On peut communiquer, partager, on peut raconter, on peut tout faire ça d'un endroit de cohérence, de transparence, de vulnérabilité, en étant exactement la même personne comme là, devant la caméra avec toi. Quand je vais fermer la caméra, je vais être le même gars. On peut être aussi cohérent, transparent et vulnérable que ça. Puis dans le but de toujours nous s'élever, first, puis après ça, dire aux gens, on peut s'élever ensemble. Parce que peu importe la marque, le projet, c'est toujours ensemble que ça se fait. C'est pas je te fais. Non, c'est faisons-le. Avançons ensemble. Bon. Fait que, bref, on peut élever mon mot-clé. J'adore ça. Merci énormément. C'est ça. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez conscientisé, puis c'est ça mon rêve, hein? C'est qu'on conscientise qu'est-ce qui est important pour moi, comment je peux justement m'en venir dans un nouveau paradigme, dans une nouvelle ère, me présenter d'une façon que les gens veulent s'élever avec nous. C'est ça la job d'un leader, c'est ça le rôle d'un leader, c'est d'élever
notre énergie, d'élever notre mindset, d'élever la manière que nous, on fait les affaires pour aider plus de gens à atteindre vraiment ce qu'ils veulent. C'est comme ça, selon moi, qu'on change le monde, pour amener un autre monde qui est complètement différent, où le monde s'est aligné, accompli, épanoui. Puis ça, c'est notre rôle de leader. Parce qu'un coup qu'on réalise que si moi je m'élève, si je m'autorise, j'autorise, mais c'est là qu'on voit que dans la vie, tout est possible. Merci d'être ici semaine après semaine, puis nous on se voit mardi prochain.